La lune de l'herbe montante cachait un peu plus chaque nuit son triste visage. Nous allions bientôt voir poindre celui de la lune où les poneys mûrs. Les chasses de la belle saison s'annonçaient fructueuses. Nos guetteurs avaient repéré un troupeau de bisons et nous allions pouvoir faire de la viande. Normalement, Amtent, notre sorcier, aurait déjà dû ordonner les festivités et les danses. Mais Amtent semblait avoir d'autres soucis en tête. Cela faisait plusieurs soleils qu'il restait enfermé sous son tipi et les lugubres incantations qui s'en échappaient avaient de quoi donner le frisson. Beaucoup d'entre nous se disaient bien informés. Cela affirmait que le sorcier préparait une grande médecine utile à éloigner les mauvais esprits de la tribu. Cependant, comme personne n'avait réellement reçu les confidences d'Amtent, la totalité des habitants du village attendait ces résultats dans la plus grande anxiété. Nous, les gens du clan Oglala, faisions partie de la grande famille du peuple couleuvre. Nous errions en notre guise à l'est de la rivière de Poudre, dans la plaine immense à l'ombre des montagnes sacrées, les Black Hills. Le Grand Esprit nous avait donné cet endroit merveilleux afin d'y vivre heureux et libre. Mais hélas, depuis quelque temps, nous ne savourions plus notre bonheur comme par le passé. Nous connaissions à notre tour la grande peur. Oui, la grande peur était apparue, elle avait pris racine dans l'esprit de tous et s'y maintenait, tel un arbre sans feuilles. En dépit des efforts d'Amtent pour ramener la confiance, les vieux sages se perdaient en réflexion et affichaient de sombres visages. Contrairement à leur habitude, les femmes Oglala ne criaient plus après les hommes. Les poneys eux-mêmes demeuraient taciturnes et prostrés dans les enclos. Il n'y avait guère que les enfants et les chiens pour afficher de l'insouciance. Je n'avais vu tomber qu'une dizaine de neiges quand naquit la grande peur chez les Oglala. Il y avait de cela 4 hivers. Entre-temps, j'avais reçu l'initiation des jeunes braves. Et en dépit de cela, le malaise n'avait fait que croître en moi. Il faut dire aussi que nos alliés, les nuages bleus, les Faoé, et les coupeurs de doigts, les Shoshan, ne faisaient rien pour arranger les choses. Ces hommes pessimistes au possible passaient leur temps à se lamenter et les prévisions macabres qu'ils se plaisaient à commenter ne ramenaient guère la paix dans mon esprit. Ainsi, nous étions tous pour le moins très inquiets. L'oiseau noir nous recouvrait de son ombre et nous regrettions le bon vieux temps. En vérité, ce fut l'un des nôtres qui introduisit la grande peur chez les Oglala. Nous la devions un nuage rouge. Les autres peuples la connaissaient depuis de nombreuses saisons, mais aucun de nous n'en avait encore entendu parler. J'étais jeune à l'époque. Néanmoins, je me rappelle très bien comment tout a commencé. Touche au nuage, le chef de notre tribu, avait organisé un grand powwow. Et Nuage Rouge était venu y assister avec les hommes de son clan. Les faces sinistres, après avoir fumé le calumet, Touche au nuage parla de choses agréables pour se mettre en verve. Puis il aborda le sujet sérieux et la conversation roula sur les faces pâles. Celui qui ne va pas à la guerre avec ses hommes, le président des États-Unis, nous avait fait savoir qu'il voulait enfermer le peuple couleuvre dans une réserve et Touche au nuage refusait cette déchéance pour les Oglala. Il dit que nous devions rester libres et continuer à vivre comme le grand esprit l'avait prévu pour nous, que nous n'étions pas faits pour être parqués tels des bestiaux. De son côté, Cheval Fou, le fameux Crazy Horse, qui vouait une haine féroce aux tuniques bleues, les soldats américains, qui décréta que nous devions défendre la terre sacrée de nos ancêtres et refouler l'envahisseur au-delà de l'eau qui pue, la mer. Nuage Rouge n'était pas de cet avis. Il affirmait que les faces pâles représentaient maintenant une trop grande force pour qu'il soit possible de les repousser. Il expliqua que les tuniques bleues possédaient depuis peu des fusils tirant plusieurs coups sans qu'il soit besoin de les recharger et que nous péririons tous au combat. Selon lui, il était encore préférable de vivre dans une réserve que de mourir sous le feu de ces nouvelles armes. Comme aucun des nôtres ne partageait son point de vue et que Cheval Fou continuait à crier qu'il préférait la mort à la honte, Nuage Rouge fit une pause et murmura comme pour lui-même: de toute façon, notre existence touche à sa fin. Amtent
qui jusque-là n'avait fait qu'écouter, lui demandait ce qu'il voulait insinuer. Et c'est alors que Nuage Rouge prononça la phrase fatidique. Les tuniques bleues ont reçu ordre d'exterminer tous les Indiens. À cet énoncé, nous fûmes tous frappés de stupeur. Nuage Rouge n'avait pas la réputation de parler pour ne rien dire, mais de là à imaginer pareille volonté, exterminer tous les Indiens. Nos sages ne prirent pas ces paroles au sérieux. À vrai dire, le respect que nous accordions à Nuage Rouge avait beaucoup baissé ces dernières années. Ce chef, bien sûr, appartenait au peuple couleuvre. Néanmoins, il semblait l'avoir oublié depuis plusieurs neiges. Cela faisait longtemps qu'il ne portait plus d'armes et prêchait la paix avec les faces pâles. Et puis, en compagnie de ses partisans, il avait dressé son camp à proximité des tuniques bleues, près d'une grande bâtisse carrée que nos ennemis nommaient Fort Laramie. Aigle Tacheté, un de nos meilleurs orateurs, y était allé une fois en délégation. À son retour, il en avait dit grand mal. Ce n'était qu'un amas de cases exigu et sale, l'air y empestait le crottin à 10 jets de flèches à la ronde. Notre chef de guerre Cheval Fou, quant à lui, n'était pas loin de croire que Nuage Rouge avait perdu l'esprit. D'autres d'ailleurs, tels que Lune Noire et Pluie dans la figure, prétendaient que le pauvre homme n'était plus tout à fait comme nous. Qu'à vivre à l'ombre de ce fort, il était à son tour devenu un homme blanc. Mais au cours des soleils suivants, les Oglalas durent se rendre à la raison. Les êtres humains, les Cheyennes, qui campaient avec nous, remémorèrent les événements survenus à la rivière Ouachita, plusieurs hivers auparavant, le massacre des Cheyennes du Sud en 1868. En massacrant le chef Chaudron Noir et la quasi-totalité de son peuple, le tueur de femmes, George Custer, qui commandait le régiment, à la tête de sa bande d'assassins, nous montrait que le carnage était déjà commencé. À cette époque, Chaudron Noir était pourtant en paix avec les faces pâles. Mais le tueur de femmes avait rompu le traité sans crier gare, dans le seul désir d'anéantir les êtres humains. Il avait attaqué traîtreusement au petit matin, les surprenant en plein sommeil, et sans épargner les femmes, les vieillards et les enfants. Ces soldats avaient aveuglément tiré à travers les tentes, faisant un véritable carnage. Les fugitifs avaient été impitoyablement poursuivis. On retrouvait des victimes scalpées et mutilées dans les collines alentour. D'autre part, nous connaissions les batailles que devaient livrer ceux qui nous obligent à baisser la tête, les Apaches. Les tambours nous contaient assez les violents combats que Geronimo et Cochise devaient livrer pour vivre avec leurs guerriers Chiricahua. Oui, nous assistions à une destruction délibérée. Au retour d'une chasse, Cochise avait pu constater d'ailleurs de quoi les faces pâles étaient capables. En son absence, une troupe de tuniques bleues avait fondu sur son village et tué plus d'une centaine d'innocents sans défense. L'épouse du chef Chiricahua était morte, ainsi que ses plus proches parents. Les faces pâles voulaient s'emparer du pays tout entier et ne reculaient devant aucun massacre pour arriver à leur fin. Personne n'était plus épargné. Les femmes, les enfants et les vieillards tombaient sous les balles. Les tuniques bleues étaient partout. Et nos territoires de chasse fondaient un peu plus à chaque saison. De notre côté, il ne se passait pas une lune sans que nous ayons à repousser une attaque. Cheval Fou en savait quelque chose, lui qui participait à tous les engagements. Alors nous dûmes bien nous rendre à l'évidence. Les paroles de Nuage Rouge n'étaient pas dénuées de sens. Malgré leurs nombreuses promesses de paix, les faces pâles avaient bel et bien décidé de nous anéantir. Après les autres, notre tour venait. L'œuvre s'accomplissait lentement et nous serions les derniers à succomber. La grande peur s'installa donc au fil des neiges et chaque Oglala la porta bientôt dans son ventre. Rien n'arrêtait la soif de conquête des faces pâles, et s'il nous était impossible de nous opposer à leurs fusils, tirant plusieurs coups, nous n'avions plus qu'à entonner notre chant de mort. Mais n'allez pas croire que nous passions notre temps à geindre. Non, nous ne pensions à notre malheur que par moments, quand nous ne pouvions pas faire autrement. Nous, les Oglala, étions les Indiens les plus courageux de la terre. Le grand esprit l'avait voulu ainsi, nous le savions et cela nous procurait du réconfort. J'en étais là de mes réflexions, une étoile scintillant par le trou à fumer du tipi, quand on gratta la peau qui enfermait l'entrée. Une haute silhouette se plia en deux et pénétra sous la tente.
Instantanément, je reconnus Cheval d'un Autre. Cheval d'un Autre était mon père. Il devait son nom à ce qu'un jour, au cours d'un combat, il s'était emparé de la monture d'une tunique bleue. Il lui avait d'ailleurs pris aussi son scalp et son revolver à 6 coups. Le scalp ornait la chemise de guerre de Cheval d'un Autre. Le 6 coups, enveloppé dans une peau de daim, attestait sa témérité. Le cheval, lui, ne valait pas grand-chose. Il piaffait pour un rien et ne savait pas se taire lors d'une embuscade. Mais mon père l'avait gardé en témoignage de sa bravoure. J'étais encore célibataire et comme je n'avais ni oncle ni tante, j'habitais avec Cheval d'un Autre. Ma mère, Antilope Sauvage, était morte une dizaine de neiges auparavant. Elle avait reçu un coup de sabre dans le ventre alors qu'elle arrachait son fusil à une tunique bleue à la bataille des Cent-Tués. Attaque de la colonne Fatterman par Cheval Fou et ses guerriers Sioux en décembre 1866. Afin de ne pas amener la malédiction sur notre tante, nous ne parlions jamais d'Antilope Sauvage avec mon père, mais nous y pensions souvent. Cheval d'un Autre ne paraissait pas vouloir entamer une conversation. Il posa son arc, ses flèches, et ôta de ses cheveux sa parure de plumes. Il retira aussi ses mocassins et regarda longuement ses semelles avec une moue songeuse. Ou qui terme de bien. Lancai-je par politesse. Il se tourna vers moi et haussa une épaule. Ou qui répondit-il mollement. Je fis semblant de m'absorber dans la contemplation de mon nombril et j'observai discrètement Cheval d'un Autre du coin de l'œil. C'était un véritable colosse, un géant. Le plus grand des Oglala lui arrivait à l'épaule. Je n'avais pas, hélas, hérité de sa stature. Au dire de ceux qui l'avaient connu, je ressemblais à ma mère. J'étais court et trapu. J'enviais secrètement la force de mon père, pour sûr. Néanmoins, je me consolais en constatant que sa forte carrure le rendait légèrement lourd. Cheval d'un Autre tourna en rond dans le tipi, se cogna partout en bougonnant selon son habitude, et s'aperçut enfin qu'une marmite réchauffait entre les pierres du foyer. Il souleva le couvercle, huma et fit une horrible grimace. Excédé par son attitude vexante, je crus bon de préciser. C'est une soupe aux orties. Il grogna, remplit une cuelle et commença à manger en adoptant un air de plus en plus dégoûté. Apparemment, il avalait ma soupe en conservant une arrière-pensée. Je n'étais pas idiot et je savais très bien ce qui le tourmentait. J'ajoutai en ayant soin de montrer une grande désinvolture. Tu sais, Cheval d'un Autre, sans vouloir t'influencer, je crois sincèrement que tu devrais prendre une femme. Un bon chasseur comme toi pourrait même en nourrir plusieurs. Il y a bien 2 ou 3 vieilles dans la tribu qui seraient heureuses de t'épouser et de venir habiter sous ton tipi. Le regard noir de mon père coula vers moi. Sa bouche se crispa et il ne répondit pas. J'insistai. Tu pourrais au moins y réfléchir sérieusement. Je suis fatigué de cuisiner. J'ai vu tomber 14 neiges et tu sembles oublier que j'ai passé l'initiation des jeunes braves. Je suis un homme maintenant et des tâches plus importantes m'attendent. Cheval d'un Autre cessa de mâchouiller et cracha une grosse boule d'ortie dans le foyer. J'ajoutai en mettant de la chaleur dans ma voix. De plus, si nous considérons que tu n'as vu tomber que 50 neiges, il est probable qu'une vieille, pas trop vieille, puisse encore te donner un enfant. Un petit frère ne me gênerait pas. Je crus que mon père allait s'étrangler et je m'en sentis tout à coup responsable. Sans doute n'avais-je pas coupé les orties assez finement. Enfin, il déglutit péniblement, me montra 2 yeux rouges effarés et daignait répondre. J'y songerai. À moitié rassuré, je vint m'asseoir en face de lui. C'était un véritable régal de contempler mon père et j'aurais pu le faire indéfiniment. Tout en sa personne respirait la maîtrise de soi. Et puis ses bras musclés et son cou de taureau étaient impressionnants. À ma connaissance, c'était le plus bel Indien de toute la création et j'étais fier d'être son fils. Parfois, à le voir si solide et serein, je me demandais s'il lui arrivait d'éprouver la grande peur. Nous étions 2 hommes et nous n'avions jamais abordé le sujet, du moins pas ouvertement. Présentement, rien dans son apparence ne laissait supposer qu'une crainte l'habitait. Ses yeux bridés disaient sa loyauté et sa bonté. Son assurance était totale. Seule ma soupe semblait le déconcerter. Cheval d'un Autre essuya ses lèvres charnues d'un large revers de main, me fixa en souriant à peine et me demanda « As-tu du tchakun chacha, mélange de tabac et d'écorce de sauge rouge ?» Je m'empressai de saisir une pipe, la bourrai, l'allumai et la lui tendis.
Mon père me remerciait d'un clin d'œil reconnaissant et disparut dans un nuage de fumée. Je restais pantois, le souffle coupé. S'il pensait en être quitte avec les quelques mots qu'il avait prononcés, Cheval d'un autre se trompait grossièrement. Les bisons remontaient du sud et un important troupeau était signalé. Aucun Oglala, en dehors des guetteurs, ne devait l'approcher, car il était toujours à craindre que les bêtes ne prennent peur et ne s'enfuient avant que ne commence la chasse. Or, mon père était un de ces guetteurs qui, tout au long de ce dernier soleil, avait pu les observer. Il avait sûrement des tas de choses intéressantes à raconter à leur sujet, et je brûlais de les apprendre. Il m'était impossible de poser à mon père une question discrète sans commettre une impolitesse et nuire à sa liberté. Aussi, afin de satisfaire ma curiosité, je pris le biais qui s'imposait et dis d'un ton volontairement dégagé, en prétendant que les bisons remontent en direction de la rivière de Poudre. Cheval d'un autre dissipa d'un mouvement du bras la fumée dont il était entouré et concéda. C'est vrai. J'enchaînai, on dit encore que c'est un gros troupeau, qu'il suffira à nos besoins. Mon père se borna à incliner la tête. Je précisai en m'attachant à cacher mon impatience. J'aimerais savoir s'ils sont très nombreux. Il considéra son gros orteil, le tordit entre ses doigts, poussa un soupir et répondit avec effort. Il y en a beaucoup. Et voilà ce que m'horripilait ce cheval d'un autre. En dépit de ses immenses qualités, il manquait toujours de précision. Dès qu'il s'agissait de compter, il ne savait que dire un, deux ou beaucoup. Pour me donner le temps de reprendre mon calme, je m'emparai de sa pipe. La curai, la remplit à nouveau et la lui glissai entre les dents. Puis j'élevai la voix pour le sortir de son mutisme. Ne peux-tu m'en dire réellement davantage sur l'importance de ce troupeau? C'est agaçant à la fin de t'arracher les mots de la bouche. Cheval d'un autre prit un brandon au milieu des braises, le posa sur le fourneau de sa pipe, aspira goulûment et parut finalement remarquer mon impatience. Alors il sortit de sa torpeur, agita les bras et dit avec agacement: Pourquoi vouloir compter tous ces bisons puisque nous savons tous qu'il y en a assez pour couvrir nos besoins? Quelques bêtes en plus ou en moins ne changent rien à l'affaire. Il suffit donc de savoir qu'il y en a beaucoup. Il avait raison. Pour ne pas lui montrer qu'il m'avait convaincu, je me levai et allai m'allonger sur ma couche. Mais Cheval d'un autre était lancé. Il continua à pérorer comme si j'étais encore en face de lui, à l'écouter, et m'abreuva d'un flot de paroles. Il se lamenta sur ma trop grande curiosité et profita pour me reprocher mes principaux défauts. Me prodigua ses plus précieux conseils, m'enjoignit plus de réflexion et je ne sais plus quoi d'autre. Mon père était étonnant. Ou bien il restait 3 soleils sans prononcer un mot, ou bien il se lançait dans un discours que rien ne pouvait arrêter. Et pour me dire quoi, des choses qu'il m'avait plus de 100 fois hurlées dans les oreilles. J'étais fatigué, et comme il déclamait encore, je m'enroulai dans une chaude peau d'ours et fermai les yeux. Hélas, des bisons apparurent sur l'écran de mes paupières. Un grand mâle semblait même me narguer. Je le chassai, il revint. Alors, n'y tenant plus, je me levai d'un bond, me plantai devant Cheval d'un autre et criai plus fort que lui. Tais-toi un instant, veux-tu? Et fais un effort. Si tu ne m'en dis pas plus sur l'importance de ce troupeau, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Mon ton énergique eut pour effet d'interrompre son monologue. Ses bras retombèrent le long de son corps et sa bouche resta entr'ouverte, puis il se ressaisit. C'est bon, dit-il au bout d'un moment. Je vais t'apprendre ce que tu veux savoir. Mon père se concentra pour mieux revoir la scène à laquelle il avait assisté et ajouta: Eh bien, si ces bisons passaient devant toi sur une seule file, tu pourrais en voir le temps de fumer 50 pipes. Résigné, je ne pus que murmurer: Merci, Cheval d'un autre, pour ta grande précision. Si j'avais insisté, nous aurions tourné en rond toute la nuit. Je jetai ma couverture sur mes épaules et sortis du tipi. La voix de mon père me parvint encore. Tu vois bien que j'ai raison de prétendre qu'il y en a beaucoup. Je ne répondis pas. Cheval d'un autre était plus têtu qu'une mule, mais le respect que je lui devais m'interdisait de le lui dire. La rosée humecta mes pieds nus, un vent frais me piqua au visage, la lune mordue par moitié éclairait faiblement la rivière de poudre. Nos tipis, rangés en cercle, épousaient la boucle de la rive. Seul celui du sorcier était illuminé, un grand feu brûlait certainement à l'intérieur.
Tandis que les Oglala dormaient, ils préparaient la médecine utile à enrayer la grande peur. Une sinistre mélopée parvint jusqu'à moi. Effrayé, un hibou quitta sa branche, s'envola dans un bruit feutré, son cri me fit penser au mauvais esprit de la nuit. Je m'éloignai, histoire de me dégourdir les jambes, et fis quelques pas en direction de la rivière. Des chiens aboyèrent à ma vue et se glissèrent dans un coin noir. En écho, une hyène ricana sur des hauteurs. Au loin, un coyote hurla à la mort. Un nuage passa, accentuant les ombres. Je frissonnai brusquement. Je voulus redonner une chanson gaie, mais la grande peur monta de mon estomac et s'arrêta en travers de ma gorge. Je retournai sur mes pas et m'installai auprès du cheval d'un autre. Il dormait. J'aurais préféré qu'il parle encore.